quelqu'un à un dîner a demandé si je m'étais déjà marié. J'ai dit, cela n'a pas fonctionné. Ma mère a ri et a dit, pas fonctionné? Elle l'a laissé devant l'hôtel en face de 200 personnes. Il est resté assis sur le parking pendant 1 heure. Toute la table est devenue silencieuse. J'ai posé ma fourchette et je suis parti. Je m'appelle Travis. J'ai 32 ans et je dois vous parler du dîner qui m'a finalement brisé. Pas brisé au point de m'effondrer. Brisé comme un os qui se ressoude plus fort parce qu'il s'est finalement remis en place correctement. Mais je m'avance un peu. Laissez-moi revenir en arrière et vous donner un peu de contexte, car sans cela, ce que ma mère a fait à cette table de dîner semble simplement cruel. Avec le contexte, c'est toujours cruel. Mais au moins, vous comprendrez pourquoi je l'ai géré de la manière dont je l'ai fait et pourquoi je ne me sens pas le moins du monde mal à ce sujet. J'ai grandi dans une ville de taille moyenne en Caroline du Nord. De bonnes écoles, un quartier décent, le genre d'endroit où tout le monde sait quel enfant pratique quel sport et quel mariage est en train de s'effondrer. Ma mère, Jolene, était le genre de femme qui avait besoin d'être le centre de chaque conversation. Pas d'une manière bruyante et dramatique, mais d'une manière chirurgicale. Elle avait ce don pour ramener toute discussion à elle-même ou, quand ce n'était pas possible, pour s'assurer que celui qui était sous les feux des projecteurs se sente un tout petit peu plus petit. Mon père, Case, était tout le contraire. Un homme tranquille. Il travaillait dans la logistique pour une entreprise de meubles. Rentrait à la maison fatigué, dînait, regardait les nouvelles, allait se coucher. Il n'était pas négligent ou quoi que ce soit. Il n'avait tout simplement pas beaucoup de combativité en lui. Et en vivant avec ma mère, il fallait de la combativité. J'ai une sœur aînée, Paige, qui est tout ce que ma mère aurait souhaité que je sois. Extravertie, la langue bien pendue, elle avait toujours la bonne répartie au bon moment. Paige a été le projet de maman depuis le premier jour. Pom-pom girl, conseil des élèves, concours de beauté, le package complet. Et écoutez, je ne suis pas amer à ce sujet. Paige a travaillé dur et a mérité une grande partie de ce qu'elle a obtenu. Mais la différence dans la façon dont ma mère parlait de nous était quelque chose que l'on pouvait sentir dans la pièce. Paige était le gros titre. J'étais les petits caractères. J'étais un enfant décent, un élève de B+, j'ai joué au baseball tout au long du lycée, j'avais un petit groupe d'amis proches. Je ne mettais pas le feu au monde, mais je n'étais pas un problème non plus. Le problème était qu'aux yeux de ma mère, ne pas être exceptionnel était la même chose qu'être une déception. Elle ne l'a jamais dit ouvertement. Elle n'en avait pas besoin. C'était dans la façon dont elle nous présentait aux gens. Voici Paige. Elle vient d'être acceptée à Chapel Hill et voici Travis. Point final. Pas de suite. Pas de il a travaillé très dur à son travail où il vient de retaper sa première voiture. Juste Travis, qui existait tout simplement. J'ai rencontré Léa quand j'avais 24 ans. Elle était hygiéniste dentaire. Elle avait ce rire qui vous donnait envie de dire quelque chose de drôle juste pour l'entendre à nouveau. Et pour la première fois de ma vie, j'ai senti que quelqu'un était sincèrement fier de moi. Pas parce que j'avais fait quelque chose d'impressionnant, mais parce qu'elle aimait vraiment qui j'étais. Nous sommes sortis ensemble pendant 2 ans, nous nous sommes fiancés, et je jure que le moment le plus heureux où j'ai vu ma mère, c'est le jour où elle a appris qu'elle pourrait organiser un mariage. Pas parce que son fils était heureux, mais parce qu'elle pourrait organiser un événement. C'est là que les choses commencent à déraper. Et je veux que vous compreniez que je ne vous dis pas cela pour obtenir de la sympathie. Je vous le dis parce que c'est important pour ce qui s'est passé à ce dîner. Environ 4 mois avant le mariage, Léa a commencé à agir différemment, distante, sèche avec moi. Elle devenait silencieuse au milieu des conversations et fixait son téléphone comme s'il lui devait de l'argent. Je lui ai posé la question plusieurs fois et elle a toujours dit qu'elle était stressée par la planification du mariage, ce que je comprenais car ma mère avait transformé tout cela en sa production personnelle de Broadway, avec des plans de table, des consultations florales. Des dégustations de gâteaux qui nécessitaient apparemment une feuille de calcul. Léa n'était pas ce genre de personne. Elle voulait quelque chose de petit et de simple, mais ma mère a complètement ignoré cela. J'aurais dû insister davantage. J'aurais dû dire à ma mère de se calmer, mais je ne l'ai pas fait parce que j'avais passé toute ma vie à ne pas faire de vagues avec elle, et les vieilles habitudes ont la vie dure. 3 semaines avant le mariage, j'ai découvert que Léa parlait à quelqu'un d'autre. Pas de tromperie physique, du moins pas que je puisse le prouver, mais émotionnellement,
elle avait déjà quitté le navire. J'ai trouvé des messages sur son iPad qu'elle avait laissé ouvert sur le comptoir de la cuisine. Un type nommé Scott de sa salle de sport. Les messages n'étaient pas explicites, mais ils étaient intimes d'une manière qui m'a retourné l'estomac. Des choses comme « Tu m'as vraiment écouté et j'aurais aimé te rencontrer avant ». Ce dernier message a brisé quelque chose en moi. Je l'ai confrontée ce soir-là. Elle a pleuré. Elle a dit qu'elle était confuse. Elle a dit qu'elle m'aimait toujours, mais qu'elle n'était pas sûre d'être prête à se marier. Je lui ai demandé si elle voulait tout annuler, et elle a dit non. Elle voulait essayer. Elle voulait que ça marche. Contre mon meilleur jugement, je l'ai cru. Je voulais la croire parce que l'alternative signifiait admettre que la seule personne qui me faisait sentir que j'étais assez avait décidé que je ne l'étais pas. Le jour du mariage est arrivé. 200 invités, un lieu que ma mère avait choisi et qui ressemblait à quelque chose sorti d'un magazine. J'étais debout devant l'autel dans un costume qui coûtait plus cher que ma première voiture. Et je me souviens d'avoir regardé tous ces gens et de m'être dit que c'était le début de quelque chose de bien. Que tous les doutes, les messages et les disputes n'avaient été que des craintes de dernière minute et que nous allions nous en sortir. Léa n'a jamais descendu l'allée. Sa demoiselle d'honneur est sortie à sa place, a chuchoté quelque chose au coordinateur de mariage, et le coordinateur s'est approché de moi et a dit « Elle ne vient pas ». Juste comme ça, 3 mots devant 200 personnes qui me fixaient tous comme si j'étais un accident de voiture dont ils ne pouvaient pas détourner le regard. Je ne me souviens pas de grand-chose de ce qui s'est passé ensuite. Je me souviens de mon père posant sa main sur mon épaule. Je me souviens de Pêche disant quelque chose aux invités. Je me souviens être sorti par la porte latérale du lieu et être resté assis dans mon camion sur le parking pendant plus d'1 heure parce que je ne savais pas où aller d'autre. Je suis juste resté là, moteur éteint et vitres baissées, à écouter le bruit des gens qui partaient, des portières de voitures qui se fermaient, des moteurs qui démarraient. 200 personnes qui étaient venues assister au début de ma vie, s'éloignant à la place des décombres de celle-ci. Ce fut le pire jour de ma vie, et je croyais sincèrement que rien ne pourrait jamais le surpasser. Mais ce que ma mère a fait au dîner 8 ans plus tard s'en est approché de très près. Après le mariage qui n'a pas eu lieu, j'ai traversé ce que je ne peux décrire que comme une hibernation. Je n'ai pas quitté mon appartement pendant environ 2 semaines. Mon copain Cole passait avec de la nourriture et s'asseyait simplement avec moi sur le canapé à regarder ce qu'il y avait à la télévision. Il n'a pas essayé de me donner des conseils ou de me dire que les choses s'amélioreraient. Il était juste là. Cela a compté plus qu'il ne le saura jamais. Mon père m'appelait tous les 2 jours. Des conversations courtes. Tu manges? Oui, papa. D'accord. Appelle si tu as besoin de moi. C'était tout. Et c'était exactement ce dont j'avais besoin. Ma mère, d'un autre côté, a transformé mon humiliation en sa monnaie d'échange sociale. Et je ne veux pas dire qu'elle l'a raconté à quelques personnes. Je veux dire qu'elle l'a instrumentalisé. Moins d'1 semaine après le mariage, elle avait raconté ce qui s'était passé à chaque personne de son entourage. Son club de lecture, ses voisins, son coiffeur, les femmes à l'église. Et elle ne le racontait pas comme on s'attendrait à ce qu'une mère le fasse, avec tristesse ou protection. Elle le racontait comme une histoire de guerre qui serait arrivée à quelqu'un d'autre. Je le sais parce que des gens ont commencé à me contacter en répétant des choses qu'elle avait dites. Ma cousine Belle m'a appelé environ 10 jours après et a dit « je veux juste que tu saches que ta mère a dit à ma mère que Léa était partie parce que tu n'étais pas assez assertif, que tu la laissais te marcher sur les pieds et qu'elle s'était ennuyée. » Je suis resté là, tenant le téléphone, juste à cligner des yeux. Ma propre mère était en train de faire une analyse d'après-match de mes fiançailles détruites comme si c'était une action de football qu'elle aurait gérée différemment. Mais le pire, la partie qui me fait encore serrer la mâchoire quand j'y pense, c'est la façon dont elle se comportait avec moi. Elle n'était pas méchante en face. Elle était pire que ça. Elle était pleine de pitié. Chaque fois que je la voyais, elle me lançait ce regard, cette inclinaison de la tête, comme si j'étais un chat errant pour lequel elle avait de la peine mais qu'elle ne voulait pas faire entrer. Elle disait des choses comme « Tu sais, Travis, certaines personnes ne sont tout simplement pas faites pour les relations, et ce n'est pas grave. » Ou « Peut-être que tu devrais te concentrer sur toi-même pendant un moment. Tout le monde n'a pas besoin d'un partenaire pour être heureux. » Ces phrases semblent encourageantes si vous les lisez sur papier, mais la façon dont elle les prononçait, avec ce mince sourire et ce ton qui disait « J'ai toujours su que cela arriverait »,
c'était dévastateur. Pendant ce temps, Paige s'est fiancée 6 mois après l'échec de mon mariage. Et soudain, la maison était de nouveau en fête. Ma mère s'est jetée dans la planification du mariage de Paige avec l'énergie de quelqu'un qui s'était entraîné pour les Jeux Olympiques. Et chaque fois que le mariage était mentionné en ma présence, ma mère se reprenait et disait « Oh, désolé, Travis. J'espère que ce n'est pas difficile pour toi. » Elle le disait assez fort pour que tout le monde l'entende, s'assurant que toute la pièce sache que j'étais le fragile, celui qui ne pouvait pas supporter d'entendre parler du bonheur de quelqu'un d'autre. J'ai commencé à m'éloigner, lentement au début, puis d'un seul coup. J'ai arrêté d'aller au dîner du dimanche. J'ai arrêté de répondre aux appels de ma mère, sauf s'il s'agissait de quelque chose de logistique. Je parlais toujours à mon père et j'envoyais des SMS à Paige de temps en temps, mais j'ai construit un mur autour de moi et ma mère était fermement de l'autre côté. Le problème, c'est que lorsque vous commencez à fixer des limites avec quelqu'un qui est habitué à avoir un accès total à vous, il ne le voit pas comme une protection pour vous. Il le voit comme une attaque contre lui. Ma mère a commencé à dire aux gens que je rejetais la famille et qu'elle s'inquiétait pour moi. Elle ne s'inquiétait pas pour moi. Elle était agacée que je lui ai retiré son accessoire préféré. Voici la partie où je dois être honnête avec vous, car j'ai promis que je le serais. Je n'ai pas été parfait dans tout cela. Je n'ai pas bien communiqué mes sentiments. Je ne me suis pas assis avec ma mère pour lui dire « La façon dont tu parles de ce qui m'est arrivé est blessante, et j'ai besoin que tu arrêtes. » Je me suis juste retiré. Et se retirer semblait être une question de survie à l'époque. Mais cela signifiait aussi que rien ne se résolvait jamais. Ça a juste fermenté. Pendant les années qui ont suivi, j'ai existé dans cette étrange zone intermédiaire. Je me présentais à Thanksgiving et à Noël parce que mon père me le demandait. Et je restais assis pendant des dîners où ma mère tenait le crachoir à propos de la vie de Paige, des enfants de Paige, de la nouvelle maison de Paige, et je me contentais de manger, d'hocher la tête et d'attendre que ce soit fini. Elle n'était pas ouvertement cruelle envers moi lors de ses visites. Elle était juste méprisante. J'étais un meuble. J'étais la chaise sur laquelle personne ne s'asseyait, mais que personne ne prenait la peine de déplacer. J'ai essayé de sortir avec des femmes plusieurs fois. Rien n'a duré. Non pas parce qu'il y avait un problème avec les femmes avec qui je sortais, mais parce que je portais l'équivalent émotionnel d'un conteneur de transport et que je m'attendais à ce que quelqu'un l'accepte sans problème. Une femme nommée Claire a duré environ 3 mois avant de s'asseoir avec moi et de dire « Travis, je t'aime bien, mais tu as des murs que je ne peux même pas voir par-dessus, et encore moins escalader. » Elle avait raison. Je l'ai remerciée d'avoir été honnête, et je le pensais. Environ 4 ans après le mariage, je suis finalement allé en thérapie. Je sais. J'aurais dû y aller plus tôt. Ma thérapeute, une femme pragmatique nommée Dr Atkins, ne me laissait rien passer. Lors de la première séance, je lui ai raconté toute l'histoire, le mariage, ma mère, l'éloignement, et elle m'a regardé et a dit « Donc, vous laissez votre mère raconter votre pire moment depuis 4 ans, et vous n'avez pas dit un mot à ce sujet. » Quand elle l'a présenté comme ça, j'ai eu l'impression de me tenir sous la pluie en me plaignant d'être mouillé tout en tenant un parapluie fermé. Ce fut le tournant. Pas un tournant dramatique, pas un moment de film, juste une prise de conscience lente et laborieuse que j'avais donné à ma mère le pouvoir sur une histoire qui était la mienne. Ma douleur, mon humiliation, ma guérison, et elle l'avait prise et l'avait transformée en petite conversation de cocktail. J'ai commencé à faire le travail. Et je ne dis pas cela dans le sens vague et inspirant d'Instagram. Je veux dire que je me suis assis dans ce bureau tous les jeudis pendant 2 ans et que je me suis démonté pièce par pièce pour me reconstruire d'une manière qui avait réellement un sens. J'ai aussi commencé à prendre ma carrière au sérieux. Je faisais de la gestion de projet pour une entreprise de construction commerciale, et j'étais bon, mais je m'étais laissé porter. J'ai obtenu ma certification PMP, j'ai pris en charge des projets plus importants, j'ai commencé à me faire remarquer. Mon patron, un type nommé Hank, m'a pris à part un jour et m'a dit « Quoi que ce soit qui ait changé chez toi au cours de la dernière année, continue comme ça. Tu es une personne différente sur le chantier. » Cela m'a fait du bien. Non pas parce que j'avais besoin de son approbation, mais parce que cela confirmait ce que je ressentais à l'intérieur, que j'avançais enfin au lieu de simplement rester sur place et d'appeler ça de la survie. Je veux être clair sur quelque chose. Ce n'était pas une quête de vengeance. Pas encore. Je ne complotais rien.
Je ne préparais pas une grande confrontation avec ma mère. J'essayais juste de devenir la version de moi-même que j'aurais dû être depuis le début. La version qui ne se faisait pas toute petite dans une pièce, qui ne s'excusait pas d'exister et qui ne laissait pas les autres décider de la signification de son histoire. Mais la vie a une drôle de façon de vous mettre dans des pièces où vous n'avez pas demandé à être, avec des gens qui n'ont pas reçu le mémo que vous avez changé. Et c'est exactement ce qui s'est passé au dîner. Je dois vous parler des 2 années entre le début de la thérapie et ce dîner, car elles comptent. C'est la raison pour laquelle j'ai pu faire ce que j'ai fait au lieu de rester assis là à encaisser comme je l'avais toujours fait. Après environ 1 an de thérapie, quelque chose a changé en moi que je ne peux décrire que comme un contrôle du volume. Tout le bruit dans ma tête, le doute, la répétition du jour du mariage, la voix de ma mère me disant que je n'étais pas fait pour les relations, tout cela n'a pas disparu, mais c'est devenu plus silencieux. Assez silencieux pour que je puisse à nouveau entendre mes propres pensées. Et mes propres pensées se sont avérées être assez raisonnables. Une fois que je leur ai donné un peu d'air, j'ai commencé à courir, pas comme quelque chose de symbolique, juste parce que le docteur Atkins m'avait suggéré de trouver un exutoire physique et que la course était gratuite. J'ai détesté ça au début. Je parcourais un demi-kilomètre et mes poumons avaient l'impression de déposer une plainte. Mais j'ai persévéré, et après quelques mois, je faisais 6 ou 8 kilomètres sans m'arrêter. Il y a quelque chose dans le fait de courir seul tôt le matin qui réinitialise votre cerveau. Pas de téléphone, pas de gens, juste vos pieds et la route et la lente prise de conscience que votre corps peut faire beaucoup plus que ce que vous lui demandez. Au travail, les choses ont commencé à s'accélérer. Hank m'a mis sur un projet de développement à usage mixte qui était la plus grande chose que notre entreprise ait entreprise depuis des années. Des commerces au rez-de-chaussée, des logements au-dessus, un parking souterrain, le genre de projet qui fait ou défait une carrière. Le chef de projet précédent avait démissionné en plein milieu de la construction et tout le projet était en retard et dépassait le budget. Hank m'a regardé et a dit « Répare ça ». Alors, je l'ai fait. Je ne vous ennuierai pas avec les détails de la gestion de projet de construction car je vous promets que ce n'est pas aussi excitant que ça en a l'air, et ça n'a pas l'air excitant. Mais j'ai réorganisé le calendrier des sous-traitants, renégocié 2 contrats de matériaux et remis le projet sur les rails en 3 mois. Lorsque nous avons livré à temps, le développeur a envoyé un remerciement personnel à notre entreprise et m'a mentionné par mon nom. Cela a conduit à une promotion, une augmentation et finalement une offre pour diriger l'expansion de notre entreprise sur un 2e marché. À 31 ans, je dirigeais une antenne à Raleigh, gérais une équipe de 12 personnes et gagnais plus d'argent que je n'aurais jamais cru possible. Je ne vous dis pas cela pour me vanter. Je vous le dis parce que pour la première fois de ma vie, j'avais construit quelque chose qui était entièrement à moi. Pas quelque chose dont ma mère pouvait s'attribuer le mérite ou diminuer. Pas quelque chose qui existait en relation avec Paige ou qui que ce soit d'autre, juste à moi. Et puis j'ai rencontré Sophie. Elle était architecte dans l'un des cabinets avec lesquels nous avons collaboré sur un projet. La première fois que nous nous sommes rencontrés, c'était lors d'une visite de chantier, et elle se disputait avec l'un de mes sous-traitants à propos d'un mur porteur qu'il voulait modifier. Elle était calme, précise et totalement inflexible. Et le sous-traitant, un gars 2 fois sa taille qui était dans la construction depuis 30 ans, a finalement hoché la tête et dit « D'accord, on le fera à votre façon ». J'ai pensé « Ok, je dois connaître cette personne ». Nous avons commencé à prendre un café après les réunions de chantier, puis à déjeuner, puis à dîner. Puis un soir, après le dîner, elle m'a regardé et a dit « Allez-vous m'inviter à sortir correctement, ou allons-nous continuer à prétendre que ce sont des réunions d'affaires ?» J'ai tellement ri que j'ai failli m'étouffer avec mon eau. Sophie était différente de Léa à tous les égards importants. Elle était directe là où Léa était évasive. Elle était sûre d'elle là où Léa cherchait. Et surtout, elle me voyait clairement, le bon et le mauvais, et a choisi de rester quand même. Je lui ai tout raconté, le mariage, ma mère, les années à me sentir comme un bruit de fond dans ma propre famille. Elle a tout écouté sans sourciller. Et quand j'ai eu fini, elle a dit, c'est beaucoup de poids à porter seul. Tu n'as plus à le faire. Je n'ai pas fait ma demande pendant un certain temps, non pas parce que je n'étais pas sûr, mais parce que je voulais être sûr pour les bonnes raisons. Je ne voulais pas faire ma demande parce que j'essayais de prouver quelque chose ou de remplacer ce que j'avais perdu. Je voulais faire ma demande parce que Sophie était la personne avec qui je voulais construire une vie. Point final. Quand je l'ai finalement fait, nous n'étions que tous les deux sur le porche arrière de notre maison, un jeudi soir d'octobre. Pas de foule,
pas 200 invités, pas de production, juste moi, une bague et la femme qui m'a fait sentir que j'étais enfin rentré à la maison. Elle a dit oui. Et pour la première fois depuis très longtemps, j'ai senti que l'avenir était quelque chose à attendre avec impatience plutôt que quelque chose à redouter. C'est ici que ma famille refait son apparition, et je veux que vous fassiez attention car c'est important. J'avais gardé ma mère à distance pendant des années à ce stade. Nous nous voyions pendant les vacances, peut-être un dîner d'anniversaire ici et là, mais notre relation était superficielle. Elle savait que j'avais été promu. Elle savait que j'avais déménagé à Raleigh. Elle ne connaissait pas Sophie parce que j'avais pris la décision délibérée de garder ma vie personnelle loin d'elle. Je n'étais pas mesquin. J'étais protecteur. Je l'avais vu transformer mon pire moment en divertissement. Et je n'allais pas lui donner mon meilleur moment pour la laisser faire la même chose. Mon père connaissait Sophie. Il l'avait rencontrée plusieurs fois et l'avait immédiatement appréciée. Il m'a pris à part une fois et m'a dit « Elle est bien, Travis. Ne laisse pas celle-ci partir. » Venant de mon père, qui exprimait ses émotions aussi souvent qu'une éclipse solaire, cela signifiait beaucoup. Paige le savait aussi. Nous nous étions rapprochés au fil des ans. Curieusement, elle avait eu sa propre prise de conscience du comportement de maman après la naissance du deuxième enfant de Paige, lorsque ma mère a essayé de passer outre toutes les décisions parentales de Paige. Paige a finalement craqué et a dit à maman de se calmer. Et pour la première fois, Paige a compris ce que j'avais enduré toute ma vie. Elle m'a appelé après cette dispute et m'a dit « Je te dois des excuses. Je ne le voyais pas avant. Je le vois maintenant. » Cette conversation a signifié plus pour moi qu'elle ne le sait probablement. Alors, quand ma mère a appris pour Sophie, et elle l'a appris lors d'un barbecue familial parce que mon père l'a mentionné accidentellement, elle était furieuse. Pas contre Sophie. Elle n'avait même pas rencontré Sophie. Elle était furieuse que je le lui ai caché. Dans son esprit, garder ma relation privée n'était pas une limite. C'était une trahison. Elle m'a acculé dans la cuisine ce jour-là et m'a dit « Depuis combien de temps vois-tu cette femme? Pourquoi cacherais-tu quelque chose comme ça à ta propre mère ?» Je l'ai regardé et j'ai dit « Parce que je ne voulais pas que tu le gâches. » L'expression sur son visage était quelque chose que je n'oublierai jamais. Ce n'était pas de la peine. Ce n'était pas de la tristesse. C'était de l'offense. De l'offense pure et simple. Comme si je l'avais accusée de quelque chose d'impensable. Elle a dit « Je n'ai jamais rien gâché pour toi, Travis. Tout ce qui a mal tourné dans ta vie, tu te le laisses fait à toi-même. » Je n'ai pas discuté avec elle. Cela ne servait à rien. J'ai juste dit « D'accord, maman. » Et je suis retourné dehors où Sophie parlait à mon père de murs porteurs et de types de fondations. Mon père hochait la tête comme s'il comprenait quoi que ce soit. C'était le plus animé que je l'ai vu depuis des années. Ce barbecue a eu lieu environ 6 mois avant le dîner. Et pendant ces 6 mois, ma mère a mené une offensive de charme. Elle voulait rencontrer Sophie correctement. Elle voulait nous inviter à dîner. Elle voulait être impliquée. Et contre mon meilleur jugement, je l'ai laissé entrer un peu, car malgré tout, une partie de moi voulait toujours que ma mère soit juste ma mère, qu'elle soit juste fière de moi, qu'elle soit juste normale. C'était mon erreur. Et je l'ai payé au dîner. Le dîner a eu lieu un samedi de mars. Ma mère l'avait organisé dans un restaurant du centre-ville, l'un de ces endroits avec des serviettes en tissu et une carte des vins plus épaisse qu'un roman. C'était censé être un dîner de famille pour célébrer le 63e anniversaire de mon père. Rien de sophistiqué, juste la famille qui se réunit. Mes parents, Paige et son mari Connor, leurs 2 enfants, moi et Sophie. Mais ma mère, étant ma mère, avait aussi invité sa sœur, ma tante Dana, et le mari de Dana, Greg, et leur fils adulte, mon cousin Tran. Maintenant, je dois vous parler de Tran parce qu'il est pertinent pour ce qui s'est passé. Tran a le même âge que moi, et ma mère a passé toute notre vie à nous comparer. Tran est allé à la faculté de droit. Tran a réussi l'examen du barreau du premier coup. Tran a épousé une femme charmante nommée Abby, et ils ont une maison parfaite et une vie parfaite. Du moins, c'est la version que ma mère racontait. En réalité, Tran était un associé de niveau intermédiaire dans un cabinet qui traitait principalement des litiges d'assurance et son mariage tenait à un fil parce qu'il travaillait 80 heures par semaine et avait la disponibilité émotionnelle d'un distributeur automatique. Mais ma mère se fichait de la réalité.
Elle se souciait du récit. Et dans son récit, Tran était ce que j'aurais dû être. Nous étions donc là, 10 personnes autour d'une grande table ronde dans ce restaurant. Et pendant la première heure, les choses se sont bien passées. Mon père était de bonne humeur. Sophie charmait tout le monde, même ma mère, qui, je pouvais le voir, était agacée par la facilité avec laquelle Sophie était appréciée. Les enfants de Pej se comportaient étonnamment bien. La nourriture était bonne. Je me détendais réellement, ce qui aurait dû être mon premier signe d'avertissement car rien de bon dans ma vie ne s'est jamais produit lorsque j'ai baissé ma garde lors d'un événement familial. Cela a commencé assez innocemment. Tante Dana, qui est une femme douce mais qui a la conscience sociale d'un golden retriever, s'est tournée vers moi et a dit « Alors, Travis, Sophie semble merveilleuse. Vous vous êtes juste trouvé ou t'es-tu déjà marié avant ?» C'était une question normale. Dana vit à 4 heures de route et je la vois peut-être 2 fois par an. Elle ne connaissait sincèrement pas toute l'histoire. Elle avait peut-être entendu des bribes de ma mère il y a des années, mais elle ne se souvenait manifestement pas des détails. Une famille normale aurait géré cela d'une douzaine de manières gracieuses. J'aurais pu dire, j'ai été fiancé une fois, mais ça n'a pas fonctionné, et nous aurions tous pu passer à autre chose. Et c'est exactement ce que j'ai dit. J'ai regardé Dana, j'ai souri et j'ai dit, j'ai été fiancé il y a un certain temps, mais ça n'a pas fonctionné. Sophie est la bonne, cependant. J'ai posé ma main sur celle de Sophie, et cela aurait dû être la fin. Une réponse nette, une redirection, une raison de lever un verre et de passer à autre chose. Mais ma mère n'a pas pu laisser passer ça. Elle ne pouvait littéralement pas s'en empêcher. Elle a laissé échapper ce rire sec et théâtral qui a transpercé le bruit de la table comme un couteau. Et elle a dit, pas fonctionné. C'est une façon de voir les choses. Elle l'a laissé devant l'hôtel en face de 200 personnes. Il est resté assis sur le parking pendant 1 heure. Toute la table est devenue silencieuse. Et je ne veux pas dire calme. Je veux dire le genre de silence où l'on peut entendre la glace se tasser dans les verres d'eau des gens. Chaque personne à cette table s'est figée. Le visage de Dana est devenu pâle. Greg a baissé les yeux sur son assiette comme s'il essayait de se téléporter dedans. Connor, le mari de Pej, a fermé les yeux comme s'il souffrait physiquement. Pej fixait ma mère avec un regard qui aurait pu faire fondre de l'acier. Et Sophie, la main de Sophie s'est resserrée sur la mienne sous la table, et je pouvais sentir qu'elle me regardait, mais je n'ai pas tourné la tête. Je regardais ma mère, qui était assise là avec ce demi-sourire sur son visage, comme si elle venait de raconter une anecdote légèrement amusante lors d'un cocktail. Comme si elle n'avait pas juste fait exploser le pire moment de ma vie devant ma petite amie et ma famille élargie au-dessus de graissins et d'eau pétillante. Je veux que vous compreniez quelque chose. Ce n'est pas l'information qui m'a détruit. Tout le monde à cette table savait ou aurait pu deviner que j'avais été laissé devant l'hôtel. Ce n'était pas le secret. Ce qui m'a détruit, c'est la façon dont elle l'a dit. Le rire, le mépris, le plaisir qu'elle a pris à corriger ma version édulcorée avec la version la plus humiliante possible. Elle ne l'a pas dit parce que Dana avait besoin de le savoir. Elle l'a dit parce qu'elle ne supportait pas l'idée que je contrôle ma propre histoire. Elle avait besoin d'être celle qui la racontait et elle avait besoin de la raconter de la manière qui faisait d'elle l'initiée. Celle qui avait la vraie version, celle qui en savait plus que son fils sur sa propre douleur. Je suis resté assis là pendant environ 5 secondes. Cela m'a semblé 5 ans. Je pouvais sentir tout le monde à la table attendre de voir ce que j'allais faire, attendre que je prenne ça à la rigolade ou que je change de sujet ou que je fasse ce que j'avais toujours fait, c'est-à-dire absorber le coup et continuer à manger. J'ai posé ma fourchette. J'ai placé ma serviette sur la table. J'ai regardé ma mère et j'ai dit très doucement, « Tu as raconté cette histoire pour la dernière fois. » Puis je me suis levé, j'ai aidé Sophie avec sa chaise, et nous sommes sortis du restaurant. Personne ne nous a suivis. Pas immédiatement. J'ai appris plus tard que la table est restée dans un silence stupéfait pendant une bonne minute avant que mon père ne dise doucement, « Je pense que nous devrions demander l'addition. » Ma mère a apparemment essayé de minimiser la situation en disant, « Oh, il fait son cinéma. Il ira bien. » Et Pej a répondu, « Maman, tais-toi. » Sophie et moi nous sommes assis dans mon camion sur le parking. Un parking différent de celui d'il y a 8 ans, mais les échos étaient difficiles à ignorer. Elle n'a rien dit pendant 1 minute. Puis elle a dit, « Cela n'arrivera plus jamais. » J'ai dit, « Non, en effet. » Elle a dit,
Que veux-tu faire? Et j'ai dit, je veux rentrer à la maison et ensuite je veux savoir ce qui va se passer. Nous sommes rentrés chez nous principalement en silence. Pas un silence inconfortable, mais le genre de silence où deux personnes pensent la même chose et n'ont pas besoin de le dire à voix haute pour l'instant. Quand nous sommes rentrés à la maison, Sophie a fait du café et nous nous sommes assis à la table de la cuisine et elle a dit quelque chose qui a tout recadré pour moi. Elle a dit, « Travis, tu as passé toute ta vie à la gérer. Tu t'es retiré. Tu as fixé des limites. Tu as gardé tes distances. Mais tu ne lui as jamais vraiment dit ce qu'elle t'a fait. Et tant que tu ne le feras pas, elle continuera à le faire parce que dans son esprit, elle n'a jamais eu tort. » Elle avait raison. J'avais passé des années à construire des murs, mais je ne m'étais jamais tenu une seule fois devant ma mère pour lui dire « Voilà ce que tu as fait. Voilà ce que ça a coûté, et voilà ce qui va changer. » J'avais sauté la confrontation pour passer directement à la gestion de la situation. Et bien que cela m'ait permis de rester sain d'esprit, cela n'avait rien arrangé. Je n'ai pas beaucoup dormi cette nuit-là. Je suis resté au lit à tout repasser, pas seulement le dîner, mais tout. Chaque commentaire méprisant, chaque comparaison avec Tran ou Pej, chaque fois qu'elle a transformé ma douleur en son contenu. Et au matin, je savais exactement ce que je devais faire. Je n'allais pas crier. Je n'allais pas faire de scène. J'allais m'asseoir en face de ma mère et pour la première fois de ma vie, lui dire la vérité. Toute la vérité. Et puis j'allais lui dire quelles en seraient les conséquences. J'ai appelé Pej le lendemain matin. Elle a décroché à la première sonnerie et a dit « Je suis tellement désolé, Travis. » C'était la pire chose que je l'ai jamais vu faire. J'ai dit « Je vais lui parler dimanche chez eux. Seras-tu là ?» Elle a dit « Je serai là. » Puis j'ai appelé mon père. Il a répondu et avant que je puisse dire quoi que ce soit, il a dit « J'aurais dû l'arrêter. » Fils, je suis désolé. C'était la plus grande émotion que j'avais entendue de sa part depuis des années, et cela a presque brisé ma résolution. Presque. J'ai dit, papa, je viens dimanche. J'ai besoin de dire certaines choses à maman et j'ai besoin que tu me laisses les dire. Il est resté silencieux pendant un long moment. Puis il a dit, d'accord, Travis, je serai là. Dimanche était dans 2 jours. J'avais 2 jours pour trouver comment dire 32 ans de choses que je n'avais jamais dites. Je suis arrivé dans l'allée de mes parents dimanche à 14 h. Sophie avait proposé de m'accompagner, mais je lui ai dit que c'était quelque chose que je devais faire uniquement en famille. Elle m'a embrassé et a dit, « Je serai là à ton retour. » Je l'ai cru d'une manière que je n'avais jamais cru personne auparavant. La voiture de Pej était déjà là. Quand je suis entré, ma mère était assise à sa place habituelle sur le canapé, et je pouvais dire qu'elle avait passé les 2 derniers jours à préparer sa défense. Elle avait ce regard composé et légèrement martyr qu'elle portait toujours quand elle savait qu'elle allait être confrontée, mais qu'elle avait déjà décidé qu'elle était la victime. Mon père était dans son fauteuil inclinable. Pej était assise sur le causeuse, les bras croisés. Ma mère a commencé avant même que je m'assoie. « Travis, je pense que tu as réagi de manière excessive au dîner. Je ne faisais que raconter une histoire. Je ne voulais rien dire de mal, et je pense que tu dois des excuses à tout le monde pour avoir fait une scène. » J'ai levé la main. « Je vais parler maintenant, et tu vas écouter jusqu'au bout. Quand j'aurai fini, tu pourras dire ce que tu veux, mais tu vas d'abord m'entendre. » Quelque chose dans ma voix a dû résonner différemment de d'habitude, car elle a fermé la bouche et s'est adossée. Je me suis assis en face d'elle et j'ai commencé depuis le début. « Toute ma vie, tu m'as traité comme une seconde pensée. Je ne me souviens pas d'une seule fois où tu m'as présenté à quelqu'un sans que ce soit une note de bas de page de ce que Pej avait accompli. Je ne me souviens pas d'une seule fois où tu m'as posé des questions sur ma vie sans que ce soit une comparaison avec Tran ou quelqu'un d'autre que tu pensais faire mieux. Et quand la pire chose qui me soit jamais arrivée s'est produite, quand j'ai été humilié devant 200 personnes par la femme avec qui je pensais passer ma vie, tu en as fait une histoire. Tu l'as racontée à tout le monde, à tes amis, à ton club de lecture, aux femmes de l'église. Tu as dit à la famille de tante Dana que Léa était partie parce que je n'étais pas assez assertif. Tu as fait une analyse d'après-match du pire jour de ma vie comme si c'était quelque chose qui s'était passé à la télévision. Elle a ouvert la bouche. J'ai continué. Je n'ai jamais rien dit parce que je n'avais pas les mots et parce que je pensais que c'était peut-être juste ta façon d'être et que je devais l'accepter. Mais en étant assis à cette table samedi,
en te regardant rire du pire moment de ma vie devant ma petite amie, devant tante Dana, devant tout le monde, j'ai réalisé quelque chose. Tu n'as pas fait ça parce que tu es négligente. Tu l'as fait parce que tu aimes ça. Tu aimes être la personne qui connaît la vraie histoire. Tu aimes me corriger. Tu aimes t'assurer que tout le monde sait que la version de Travis n'est pas l'image complète, parce que l'image complète est quelque chose que toi seul peux raconter. Le visage de ma mère était passé de composé à rigide. Ses lèvres étaient si serrées qu'elles étaient blanches. Mon père fixait le sol. J'observais ma mère comme un faucon. J'ai dit, alors, laisse-moi te poser une question, maman. Pourquoi? Pourquoi as-tu besoin de faire ça? Qu'est-ce que tu y gagnes à humilier ton propre fils? La pièce était si silencieuse que je pouvais entendre le bourdonnement du réfrigérateur dans la cuisine. Ma mère n'a pas répondu tout de suite. Quand elle l'a fait, sa voix était tendue. Je n'ai jamais essayé de t'humilier. Je faisais une blague. Tu fais une montagne de rien. J'ai hoché la tête. D'accord, alors laisse-moi te poser cette question. Si quelqu'un se levait au dîner et racontait à toute la table la chose la plus douloureuse qui te soit jamais arrivée, et qu'il riait en le faisant, est-ce que ce serait une blague? Elle n'a pas répondu. Est-ce que ce serait une blague, maman? Elle a regardé mon père comme s'il était censé la sauver. Il ne l'a pas fait. Il est juste resté assis là, à regarder ses mains. J'ai pris la parole. Maman, il a raison. Je t'ai vu faire ça toute sa vie. Je n'ai rien dit parce que j'étais trop occupée à être reconnaissante que ça ne m'arrive pas à moi. C'est de ma faute et je l'ai dit à Travis. Mais ce que tu as fait au dîner était cruel. Il n'y a pas d'autre mot pour ça. Ma mère a regardé comme si elle avait été giflée. Vous vous liguez contre moi. Tous les deux. Non, dit, nous te disons la vérité, ce qui est apparemment quelque chose que cette famille ne fait pas assez. Je me suis penché en avant. Voici ce qui va se passer, maman. Je ne te sors pas de ma vie. Je sais que c'est ce à quoi tu t'attends, parce que c'est ce que tu as dit à tout le monde que je faisais depuis des années. Pauvre Travis. Il rejette la famille, mais ce n'est pas ça. Ce que c'est une limite. Si tu veux faire partie de ma vie et de la vie de Sophie et de tout ce qui nous attend, alors tu dois arrêter de raconter mon histoire. C'est la mienne. Le mariage, les conséquences, tout ça. C'est à moi et tu n'as pas le droit de l'utiliser pour te divertir, plus jamais. Elle est restée silencieuse pendant un long moment. Puis elle a dit, et si je ne suis pas d'accord avec ça? J'ai dit, alors tu auras exactement la relation avec moi que tu as toujours eue, c'est-à-dire une relation où je me présente pour les vacances, je m'assois tranquillement et je compte les minutes jusqu'à ce que je puisse partir. Et tu ne rencontreras pas mes enfants et tu ne seras pas à mon mariage et un jour tu seras assise dans cette maison à te demander pourquoi ton fils n'appelle pas et tu auras ta réponse. Je ne bluffais pas et elle pouvait le voir. C'était la différence entre le Travis de 32 ans et le Travis de 24 ans. Le Travis de 24 ans aurait prononcé ce discours et aurait ensuite passé une semaine à espérer qu'elle change d'avis. Le Travis de 32 ans avait déjà fait la paix avec la possibilité qu'elle ne le fasse pas. Ma mère a pleuré, et je veux être honnête avec vous, ça ne m'a pas fait plaisir. Je n'ai pas apprécié. Il n'y avait aucun triomphe à regarder ma mère assise sur son propre canapé avec des larmes coulant sur son visage. Mais il y avait du soulagement, parce que pour la première fois, les larmes concernaient ce qu'elle avait fait, pas ce qui m'avait été fait. Mon père a finalement parlé. Il a regardé ma mère et a dit, « Jolene, il a raison. Tu sais qu'il a raison. » 4 mots d'un homme qui avait passé 35 ans à rester en dehors de ça, et ils ont atterri plus durement que tout ce que j'avais dit. Elle ne s'est pas excusée ce jour-là. Pas vraiment. Elle a dit, je ne m'étais pas rendu compte, ce qui n'est pas une excuse, c'est une déviation, mais elle m'a entendu. Et parfois, être entendu est la première étape, même lorsque la personne qui écoute ne veut pas admettre qu'elle comprend. J'ai quitté la maison de mes parents ce dimanche et je suis rentré chez Sophie. Et quand j'ai franchi la porte, elle m'a regardé et a dit, « Comment ça s'est passé ?» J'ai dit tout ce que j'avais besoin de dire. Elle a dit, « Bien. Maintenant, viens m'aider à choisir une date de mariage. » C'était il y a environ 1 an. Sophie et moi nous sommes mariés en septembre. Petite cérémonie, 30 personnes dans le jardin de la maison que nous avons achetée ensemble. Pas de coordinateur, pas de feuille de calcul, pas de production.
Mon père m'a accompagné jusqu'à l'endroit où nous nous tenions, ce qui n'est pas du tout traditionnel. Mais je le voulais là, il a pleuré tout le long, ce qui était la plus belle chose que j'ai jamais vue d'un homme qui avait un jour décrit ses sentiments pour son équipe de football préférée comme ils vont bien. Ma mère était là. Elle était silencieuse. Elle n'a pas essayé de prendre en charge l'organisation. Elle n'a pas fait de discours. Elle s'est assise au deuxième rang. Et quand Sophie et moi avons échangé nos vœux, j'ai regardé et ma mère observait avec une expression que je n'avais jamais vue sur son visage auparavant. Il m'a fallu une minute pour la reconnaître parce que je n'en avais jamais été le destinataire. C'était de la fierté. Nous ne sommes pas parfaits, ma mère et moi. Nous ne le serons probablement jamais. Elle fait encore parfois des commentaires qui tombent mal. Et je dois encore lui rappeler où est la limite. Mais elle n'a pas raconté l'histoire du parking depuis ce dimanche. À personne. Je le sais parce que Paige surveille ce genre de choses avec l'intensité de quelqu'un qui dirige une opération de contre-espionnage et elle me fait des rapports réguliers. Tran, au fait, a divorcé environ 4 mois après le dîner. Ma mère ne l'a pas mentionné une seule fois depuis. Quant à Léa, j'ai entendu par des amis communs qu'elle en est à sa 3e relation depuis mois et a récemment publié quelque chose sur les réseaux sociaux sur le fait qu'elle cherche toujours sa personne. Je ne me suis pas senti suffisant à ce sujet. Je me suis senti reconnaissant. Reconnaissant que la femme qui m'a quitté il y a 8 ans devant 200 personnes m'a accidentellement mis sur le chemin qui m'a conduit à une cérémonie dans un jardin avec 30 personnes et la seule personne dont j'ai jamais eu besoin. La semaine dernière, Sophie et moi prenions le petit déjeuner et elle m'a regardé par-dessus son café et a dit « Tu sais ce que j'aime chez toi ?» J'ai dit « Mon physique dévastateur et ma personnalité charmante. » Elle a dit « Tu es resté assis sur ce parking pendant 1 heure et puis tu t'es levé. » J'ai posé mon café et je l'ai regardé. Cette femme qui a vu chaque morceau brisé de moi et a décidé de rester quand même, et j'ai dit « Oui, c'est vrai. » Certaines histoires ne se terminent pas avec la destruction de la personne qui vous a blessé. Parfois, elles se terminent avec vous construisant quelque chose de si solide que les gens qui ont douté de vous doivent le regarder de l'extérieur et décider s'ils veulent être invités à l'intérieur. Ma mère a choisi d'être invitée à l'intérieur. Elle apprend, lentement, à son propre rythme, à sa manière imparfaite, mais elle apprend. Et moi, je ne reste plus assis sur aucun parking.